Ani daw ci lay jiitu sa nafsu yow di la manipuler te soo sàgganee rek ñu sànk lay nga tollu jiwut bul daboo fëkk mu dëgër lool. Bonsoir, 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 bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Sata, je suis ravie de vous retrouver dans Teranga Talks, les rencontres de Sata, un espace de rencontres, de conversations inspirantes autour de la culture, de l'entrepreneuriat, de la création, du leadership et des parcours qui nous inspirent justement à travers le Sénégal, à travers l'Afrique, à travers le monde entier. Un grand bonjour aux membres du groupe Une femme sénégalaise aux États-Unis, basé bien sûr depuis les États-Unis, et un coucou aussi aux femmes sénégalaises du Maroc, un coucou à leur présidente Ndeye Astou Mbaye, un coucou à la présidente des femmes sénégalaises aux États-Unis, Maram Balla, et toutes les admins. Joyeux anniversaire bien sûr aussi à toutes les natifs, à tous les natifs je dois dire, du mois de juin. Et bien sûr nous continuons à encourager nos lions de la Teranga. Nous leur souhaitons beaucoup de courage, de réussite, une belle victoire lors de leur prochain match. Bien sûr, nous sommes toujours derrière eux. Et ce soir, j'ai vraiment le plaisir d'avoir un invité qui a un parcours particulièrement inspirant, intéressant. Après avoir obtenu une bourse d'excellence pour poursuivre ses études au Japon, Abdul Wahab Khan, bien sûr, c'est de lui il s'agit, a construit une brillante carrière internationale au sein des grandes institutions financières avant de faire le choix de revenir au Sénégal pour contribuer au développement de son pays. Aujourd'hui, directeur général de Casa Orascom, je pense que je l'ai bien prononcé, Sénégal. Il notamment la ville verte, un ambitieux projet urbain situé vers le lac Rose, ou bien je dois dire entre l'océan Atlantique et le lac Rose, avec l'ambition de repenser l'habitat, l'environnement et la qualité de vie. Nous allons ce soir revenir sur son parcours, son expérience à l'international, son retour au pays, au Sénégal, et sa vision du développement aussi. Abdul Wahab, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation à Teranga Talks. Bonjour. Merci, bonjour, merci beaucoup. Merci Sata. Vraiment un très grand plaisir de discuter ce soir avec toi et aussi avec tous les internautes qui nous suivent. Merci beaucoup, merci. Je te remercie à nouveau. Abdou, dis-moi, est-ce que je peux te tutoyer? Bien sûr. Abdou, dis-moi, quand tu regardes le jeune Abdou Wahab qui quittait Dakar pour le Japon après avoir reçu une bourse d'excellence, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit aujourd'hui? En fait, si c'est aujourd'hui, je pense que ce serait deux mots, ce serait l'audace et la solitude, même si à l'époque, l'audace semblait beaucoup plus être de l'inconscience. Moi, je me rappelle avoir eu cette conversation avec mon père à cette époque-là, pour lui demander quel est ton avis, il y a cette bourse. Il m'a dit, mon gars, c'est la première décision que tu vas prendre tout seul. Donc, si tu veux, tu y vas. Si tu veux, tu fais autre chose. Et donc, c'était vraiment ma première vraie décision en tant que, même pas un adulte, parce que j'étais juste un adolescent à 18 ans. Mais c'était une expérience d'une vie, en fait, qui s'est très, très bien passée. Et donc, je pense que c'est pour ça que je suis là. Et qu'à cette époque-là, tu partais dans un pays étranger, dans une culture radicalement différente. Donc, c'était vraiment ce qui m'a aidé, c'est la confiance que mes parents m'ont donnée en moi, en mes choix, et en me laissant prendre ces décisions tout seul. Et c'est aussi toutes les expériences que j'ai eues en étant là-bas, en faisant l'université de là-bas.
et vraiment en apprenant de la discipline, de l'organisation plutôt qu'autre chose. Voilà. Surtout le Japon, c'est tellement loin, c'est à l'autre bout du monde. Mais en fait, d'un autre côté aussi, c'était un peu plus facile. En fait, on ne le sait pas à l'époque, je ne le savais pas à l'époque, mais c'est un peu plus facile parce que à l'époque, en tout cas, quand j'étais au Sénégal, c'était toujours de se dire, modernité ou tradition. Donc, c'était toujours, même les dissertations qu'on nous donnait au lycée, c'était modernité ou tradition. Et puis, les Japonais ont montré qu'en fait, on peut être moderne tout en gardant ses traditions. Et en fait, la culture japonaise, dans l'approche qu'ils ont, ils ont une approche en fait très africaine, ou bien est-ce que c'est les Africains qui ont une approche très japonaise, mais ils ont une approche vraiment très, très africaine de la famille, de la relation humaine, de l'importance de la communauté qui prime sur l'individu. Donc, de ce point de vue-là, la langue, la culture était un petit peu une barrière que j'ai surmontée par les études, en faisant des études de langue et de civilisation culture. Mais généralement parlant, ce n'était pas aussi difficile que je l'avais appréhendé. Voilà. Donc ça s'est très bien passé et c'est ce qui m'a amené en fait dans tout un cheminement pour toute ma carrière pour me retrouver aujourd'hui en 2026 à Dakar. Donc c'était en fait une préparation. Je ne le savais pas à l'époque, mais je pense que c'était une préparation. Tout à fait, tout à fait. C'est un pays en tout cas que j'ai beaucoup aimé. Parmi tous les pays que j'ai eu à faire, je pense que le Japon reste un de mes pays favoris. C'est vrai que je ne me suis pas trop débrouillée avec la langue, mais je sais qu'ils ont le hiragana, le katakana, ils ont trois, c'est-à-dire... Ils ont aussi les kanji, en fait, ce sont... kanji, voilà. Donc, oui, c'est un alphabet, enfin, l'alphabet est très, très différent, donc voilà, c'est très, très différent, mais à la longue, en fait, je n'étais pas seul, hein, donc j'en profite pour saluer enfin, tous ceux qui sont allés avec moi en même temps, que ce soit Cheikh Ndiaye et Seydou Soumaré qui sont allés en même temps que moi. Et tout le monde, et puis j'ai trouvé aussi d'autres gens, dont Cheikh Oumar Touré, paix à son âme, que le bon Dieu l'accueille en son paradis. Bon, il nous a malheureusement quittés. C'était vraiment un homme extraordinaire qui nous a beaucoup aidés au début et qui nous a guidés et aussi qui nous a donné la confiance que c'était possible parce que c'était quelqu'un qui était allé, je pense, 3 ans avant nous et qui était parfaitement trilingue. Donc, quand on est arrivé, on l'a trouvé là-bas parfaitement trilingue, japonais, anglais, français, très intégré. Il faisait des émissions télé, il faisait des traductions, il donnait des cours aux diplomates japonais en langue, en fait, les diplomates japonais avant qu'ils aillent en mission dans les pays francophones. Donc, c'était quelqu'un vraiment de très, très, très accompli qui nous a beaucoup aidés. Et je parle à mon nom, mais je parle aussi au nom des 3 petits Sénégalais qui sont allés à cette époque, en 1996, au Japon. Je pense que sans lui, l'adaptation aurait été plus difficile. Donc, on prie que le bon Dieu l'accueille en son paradis. Au paradis, voilà. J'en profite aussi pour dire bonjour à tous mes amis qui sont actuellement à Tokyo parce que certains étaient des étudiants, certains aussi avaient commencé à travailler. Donc, j'ai toujours, entre guillemets, une famille là-bas. Et je fais aussi un coucou à l'ambassadeur actuel et sa femme, Monsieur Antoine Diouf et sa femme. Donc, en tout cas, c'est un beau pays. Merci, Abdoul. Abdoul, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Abdou? En fait, c'est une question difficile dans la mesure où bon, ça dépend qui pose la question parce que l'identité, c'est toujours multifacette. Donc, et j'ai vécu, je pense, assez à l'étranger pour comprendre ça parce que même en allant au Japon, on n'est pas vraiment très conscient qu'on est africain ou sénégalais. C'est là-bas, confronté au regard des autres, qu'on se rend compte en fait que l'identité est remarquable. C'est qu'on est africain, on est noir, on est sénégalais. Mais aujourd'hui, moi, je dirais que je suis un papa, je suis un mari, je suis un voisin, je suis un Sénégalais, je crois fortement à l'ancrage communautaire, à l'ancrage dans la société sénégalaise. Je suis aussi quelqu'un qui a un outlook, en fait, un point de vue qui est très international parce que, en fait, on a
une culture, en fait, une très belle culture, une très bonne approche. Il y a certaines choses, je pense, à corriger et tout. Et vraiment, je veux être ancré dans la société sénégalaise. Je suis quelqu'un qui fait, donc, dont la grande fierté est d'être ancré dans sa communauté. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui a une grande expérience quoi, en termes de finances internationales dans les plus grandes banques. Donc, ça Tout à aussi, ça fait. m'a On va en parler beaucoup justement. façonné. Tout à fait. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup façonné, cette expérience. Justement, merci. En tout cas, les gens vont avoir ont une idée de qui est Abdoul. Et ma prochaine question, j'allais vous demander justement, comme vous avez travaillé dans certaines des plus grandes institutions financières, hein, je peux citer, je pense, Goldman Sachs, si je ne dis pas, je fais pas Oui, d'erreur. Goldman Sachs, UBS, Nomura. Exactement. Donc, quelle est la principale leçon que vous pouvez que vous retenez de ces années passées dans la finance internationale? Parce qu'après plus de, c'est ça. Une vingtaine d'années. Donc, moi, je dirais, bon, je vais le catégoriser peut-être en trois. La Mhm. rigueur dans l'exécution, la discipline dans la prise de risque et aussi l'approche de vouloir bien faire, mieux faire. En fait, c'est une approche, je pense, d'excellence dans le quotidien. Quand je dis rigueur dans l'exécution, donc en banque d'investissement, c'est vraiment, tout est dans le détail entre une transaction qui va se faire et une transaction qui meurt. Tout est vraiment dans le détail, pas dans l'idée. Tout est dans l'exécution et vraiment d'exécuter de façon sans anicroche. Donc, si on doit être quelque part à une heure, on doit l'être. Si on doit envoyer une lettre, un pitch à un certain moment, s'il faut faire des calculs Excel, il faut le faire. Même s'il faut travailler jusqu'à 4 heures du matin, il faut le faire à l'heure qu'il faut. Et vraiment, ça m'a appris la discipline de l'exécution. Dans la prise de risque, ce n'est pas d'éviter le risque, parce que le risque zéro, ça n'existe pas, c'est une illusion, mais vraiment comment prendre le risque de façon intelligente et aussi proportionnée par rapport à un tout, mais on ne peut pas avancer sans prendre de risque. Et aussi, et surtout, hein, c'est vraiment l'expérience Goldman qui m'a donné, en fait, qui m'a convaincu que en fait, que tout est possible. Quand on y met avec les bonnes relations, avec les bonnes connaissances de personnes, avec un accès, avec un bon réseau. tout est possible et qu'on peut faire des choses. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Bon, quand on arrive dedans, on ne sait pas vraiment ce qui va en ressortir, mais je pense que 25 ans après, quand je me retourne voir ce que j'étais dans ma classe d'analyste de 2001, vraiment, c'était ça. C'était d'être entre des gens qui croient en eux-mêmes et qui savent qu'avec de la discipline quotidienne, ils peuvent arriver à tout. Ah non, ça, donc c'était une très belle expérience et justement, je parle souvent de parcours inspirant et j'espère bien que les jeunes vont pouvoir écouter et s'inspirer de personnes comme toi, Abdoul. Abdoul, merci beaucoup, c'est très gentil. Abdoul, donc après autant d'années, donc plus de 20 ans à l'étranger, qu'est-ce qui vous a poussé à revenir au Sénégal? Tout à l'heure, vous l'avez mentionné, vous êtes fier d'être sénégalais, Amine, vos racines sénégalaises et tout, mais qu'est-ce qui vous a réellement poussé? Parce que en fait, je pense que ce n'est jamais, en fait, là, j'ai beaucoup répondu à ces questions-là ces 10 dernières années, parce que ça fait quand même 11 ans que je suis de retour au Sénégal. Au Sénégal. C'est en fait, c'était, je pense, un concours de circonstances avec certaines choses. C'était que j'approchais la quarantaine, donc il y avait la banque pour laquelle je travaillais, il fallait l'aider à se coter à la bourse, donc elle était déjà cotée en bourse. J'étais à Paris à l'époque, ils m'avaient envoyé à Paris pour aider en fait à reconstruire un peu le bilan de la banque et puis à amener un peu plus de discipline dans la prise de risque et dans la documentation, que ce soit un peu plus standard, un peu plus Loan Markets Association, donc LMA. Donc c'est pourquoi j'étais allé à Paris. Donc pour moi, cette mission, elle était faite. Et le choix que j'avais, c'était de retourner à Londres, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup habiter à Londres, beaucoup plus que je n'ai aimé habiter à Paris. J'ai beaucoup aimé habiter à Paris, mais
Londres, ça me parlait beaucoup mieux, ou bien rentrer. Donc, on avait de jeunes enfants, 3 ans et 5 ans, et franchement, je voulais qu'ils grandissent au Sénégal. Je voulais qu'ils connaissent ce que c'est que le Sénégal, de grandir au Sénégal et de faire l'expérience un peu de l'enfance, moi, que j'ai eue, même si ça a beaucoup changé. Donc, c'était ça. Oui. Donc, on en a discuté avec mon épouse et puis c'était la décision, la bonne décision. C'est-à-dire qu'il de retourner au Sénégal et de voir ce que nous pouvons faire. Donc, on est revenu vraiment sans un plan fixe, avec beaucoup de flexibilité. Et puis, 11 ans après, bon, alhamdulillah. Alhamdulillah. Non, c'est sûr que 11 ans après, comme tu dis, Alhamdulillah, les enfants, entre-temps, c'est sûr qu'on grandit, ont été bien imprégnés dans la culture sénégalaise. Mais dans votre tête, Abdoul, est-ce que le retour a été plus difficile ou plus facile que vous l'aviez imaginé? Bon, On parle sincèrement, de beaucoup l'enfance, plus c'est sûr. difficile. Sincèrement, je dois vous dire, vraiment, le dire dans toute l'audience, vraiment, c'était beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais. Parce qu'en fait, quand on revient, quoi qu'il en soit, enfin, on revient avec certaines habitudes, surtout des habitudes professionnelles, Oui. qui ne sont pas vraiment... Les repères culturels, je ne pense pas que j'étais... Je revenais quand même assez souvent, donc j'ai eu vraiment la chance de revenir assez souvent. Il y a très peu d'années, il y a même des années où je suis revenu 2 fois, 2 ou 3 fois. Donc, je revenais assez souvent, donc ce n'était pas vraiment les repères culturels, c'était vraiment les repères professionnels, les méthodes de travail, le rythme, La les attentes, rigueur. vraiment la rigueur et surtout l'indulgence que nous avons envers nous-mêmes, qui est un peu difficile à gérer. C'est-à-dire que quand on a un travail, que voilà, même si ce n'est pas fait, bien fait, les gens pensent que voilà, comme j'ai fait l'effort, il faut reconnaître. Alors que normalement, dans le monde professionnel, c'est le résultat qui compte malheureusement. Yeah. Donc, vraiment, c'était un peu plus difficile, et aussi un peu plus difficile côté administratif, avec gérer l'administration sénégalaise. Mhm. C'est très, très compliqué, c'est très chronophage. Mais si c'était facile, cela aurait déjà été fait. Donc, aujourd'hui, je pense que 11 ans après, j'ai quand même réussi à construire de belles relations, que ce soit dans l'administration sénégalaise, que dans les professionnels. Donc, Mhm. les hommes d'affaires, les entrepreneurs au Sénégal. Donc, à la fin de la fin, bon, on est là, bon, alhamdulillah. Mais je pense que nous pouvons réfléchir à le rendre un peu plus facile pour tous ceux qui sont en dehors du Sénégal et qui veulent rentrer, qui ont les moyens de rentrer, les moyens financiers, qui ont l'expérience. Et le Sénégal bénéficierait grandement de leur expérience, de leur approche, de leur ténacité, de leur énergie. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses que nous devons faire. Il faut qu'on se le dise en face et puis il faut qu'on reconnaisse qu'il faut faire des choses, il faut faire des efforts pour intéresser tout ce beau monde qui ne cherche qu'à revenir. Absolument, absolument. Je suis tout à fait en phase avec toi. Et je sais que Abdoul, quelque chose qui te porte à cœur, et je pense depuis 11 ans, c'est ce que tu es en train de faire, c'est que tu as toujours parlé de cette volonté de contribuer au développement du pays. Donc, c'est sûr, c'est ce que tu es en train de faire depuis, mais à quel moment, à quel moment cette conviction est devenue vraiment un véritable projet? Je veux dire, un projet de vie, parce que justement, on va parler tout de suite de ton projet, la Villa Verte, tout ça. En La fait, vision. cela a toujours été comme moi. J'adore habiter au Sénégal. Sincèrement, j'adore habiter au Sénégal. Et je pense que même partir, c'était un peu une déchirure de partir. Donc, quand on a décidé de revenir, parce que c'était vraiment ça le point de départ, quand nous avons décidé de revenir, et c'était une décision, je dirais, familiale, parce que Mhm. ce n'est pas une décision qu'on doit prendre tout seul, au risque Tout à fait. le risque sur son ménage est assez élevé. Donc, je pense que bon, pour nous, en tout cas, c'était une décision collective que nous avons prise. Donc, quand on décide quand on a décidé de revenir, vraiment, on est revenu en se disant que, voilà, bon, alhamdulillah, on avait des économies, bon, pas mal d'économies, on avait des relations, donc, que nous avons construit sur les années. Et puis, on avait aussi bon, quelques idées et on savait travailler. Donc, on sait Oui. travailler, on sait comment organiser les choses. Donc, je suis revenu et bon, la chance que j'ai eue, c'est que dès que je suis revenu donc en 2015, en 2016, il y avait la famille Sawiris qui est arrivée au Sénégal Oui. pour reconstruire
Liberté 6 Barak. C'était 1,5 hectare de bidonville au milieu de Dakar sincèrement, qui n'avait pas sa place Dans Dakar. dans Dakar, dans cet environnement-là. C'était cette reconstruction-là et cette relation-là, elle est venue, par exemple, d'un ex-collègue de Goldman qui me les a présentés. Donc, on a décidé de coopérer ensemble, de travailler. Donc, dans ce projet-là, je leur ai fait l'électricité dans ce projet-là. Et bon, ils ont vu mon travail, ils ont apprécié et ils m'ont proposé de faire le projet Ville Verte avec eux. Donc, c'est en essayant de bien faire, en essayant de bien construire, que les gens peuvent voir et être reconnus et pouvoir trouver d'autres gens avec qui cheminer. Et je pense que ça a été une répétition de ces choses-là qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Oh, wow, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. En tout cas, comme quoi il faut savoir travailler dur, il faut être sérieux dans ce qu'on fait, il faut être professionnel, il faut de la rigueur, parce que justement, c'est ça qui a amené aujourd'hui tout ce que, d'ailleurs, la raison de notre interview aujourd'hui, de parler un peu de toi, mais de parler aussi de ton projet, de ce projet-là, la ville verte, qui est présentée comme la première ville verte intégrée en Afrique de l'Ouest. Ça signifie, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ville verte, bon, je pense que le plus simple, c'est déjà de commencer par peut-être les chiffres. C'est 216 hectares, donc c'est quand même assez conséquent. Ouais. C'est 216 hectares entre le lac Rose et l'océan Atlantique. C'est 10 000 logements à terme. Donc, c'est un investissement de 761 milliards. Mais surtout, c'est une ville complète. Donc, ce n'est pas un lotissement, c'est vraiment une ville complète avec des écoles, des commerces, des espaces verts, toute l'infrastructure dont nous avons l'habitude quand on est, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, ou au Japon ou ailleurs. L'idée, c'est que vraiment les gens n'aient pas à faire 2 heures de trajet pour aller travailler ou scolariser leurs enfants. C'est vraiment de tout retrouver dans cette ville-là et de pouvoir y vivre une vie familiale, paisible, tranquille et pleine de joie et de bonheur et vraiment enjoy sa famille, en fait. Wow, super. Et donc, en fait, c'est une ville carrément, quoi. C'est-à-dire, on n'est même pas obligé de sortir une fois qu'on est dans cet environnement, parce que, comme tu dis, il y aura tout, hôpital, école, il y aura tout. Donc, non, ça c'est super. Mais Abdou, donc, je pense que une des autres choses aussi que j'ai vu, que tous les logements de la ville verte sont certifiés EDGE. Je sais que c'est un certificat qui avait été créé, je pense, par SFI, par la Banque mondiale. Un groupe mondial. Mais pour le grand public qui ne connaît pas, qu'est-ce que vous pouvez expliquer de cette certification? En fait, donc cette certification, c'est une certification de tiers, donc c'est une certification qui a été créée par la Banque mondiale. Et en fait, l'idée, c'est Excellence in Design for Greater Efficiencies. Donc concrètement, le standard, c'est que comparé à un logement standard, que le logement économise 20% de moins en consommation d'eau, consommation d'énergie, consommation de matériaux par rapport à un bâtiment conventionnel de ce qui s'est construit au Sénégal. Donc, la facture d'électricité, il faut la réduire, la facture d'eau significativement réduite chaque mois pour toute la durée de vie du logement. C'est vraiment ça le standard. Donc, je dois dire que nous sommes en cours de certification. Donc, c'est un travail colossal qui est en train d'être mené par l'équipe environnement et cadre de vie en concertation avec tous les autres départements de Ville Verte. C'est parce que c'est un projet à l'échelle de Ville Verte. Tous les départements sont concernés. Que ce soit approvisionnement, design, même dans le design, parce qu'il faut commencer par le design, et aussi dans la livraison, dans la construction. Ok, d'accord. Non, c'est très intéressant ce que tu dis, mais donc Abdou, ça veut dire que quelque part aussi,
quelqu'un pourrait penser qu'un logement vert, entre guillemets, euh, va forcément coûter beaucoup plus cher, mais dans le long terme, sera moins cher parce que les coûts d'électricité, les coûts d'eau, la manière dont on vit, je veux dire, tout ça va se répercuter beaucoup plus tard. Mais upfront, il faudra payer beaucoup pour ces logements. Et comment Non, non, arriver à convaincre? pas nécessairement, hein, vraiment pas nécessairement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un marché, hein, donc nous ne sommes pas les seuls, nous sommes dans un marché. C'est vrai que notre angle, il est quand même assez particulier parce que nous avons l'ensemble qui nous permet en fait non seulement de faire des logements, mais dans un cadre de vie. Donc, par exemple, si on était dans un autre quartier, on n'aurait pas cette possibilité-là parce qu'on subirait les infrastructures, on ne les ferait pas. Donc ici, on a vraiment la grande chance de commencer dès le début, dès le design. Donc même déjà avec l'orientation des bâtiments, on peut gagner. Oui. Et l'orientation des bâtiments, ça ne coûte pas grand-chose. C'est pas quelque chose qui va coûter de l'argent. Donc le surcoût vraiment, il est très marginal. Donc je pense que nos prix sont extrêmement compétitifs par rapport à ce qui se fait à Dakar. Mais vraiment, nous, vraiment, l'approche, c'est que les économies, il faut que ce soit mensuel. Les économies d'énergie, électricité, eau, il faut que ce soit mensuel. Par exemple, tous nos bâtiments, c'est de la production d'électricité, de la production positive d'électricité. C'est-à-dire tous nos bâtiments, c'est des panneaux solaires sur les toits. Donc ça réduit automatiquement le coût d'habiter à Ville-Verte. Et ça, tout le monde sait, en fait, le prix de l'électricité au Sénégal, c'est excessivement cher. Si tu arrives déjà dans un bâtiment où il y a des charges de copropriété sur les appartements pour sûr, mais au moins tu économises plus de 80% de ta facture d'électricité. Je pense que tous les ménages sénégalais vont dire je prends. D'accord. D'accord. Je pense qu'il faudra arriver à convaincre, à convaincre comme ça, parce qu'effectivement, ne serait-ce qu'une facture d'électricité, dès qu'elle baisse déjà, ça fait une grande différence dans un ménage, hein, surtout quand on parle de nos pays. Ça, c'est sûr. Mais Absolument. En fait, je pense que vraiment l'approche, en tout cas, c'est mon approche. On parlait tout à l'heure de prise de risque, mais vraiment, c'est mon approche. C'est que le logement, c'est vraiment, ça va même au-delà parce que c'est de la sécurité, c'est du patrimoine, c'est quelque chose que je veux transmettre, c'est quelque chose que je veux que ça prenne de la valeur. Donc, quand tu as un logement qui est certifié, donc la revente est plus facile. Quand tu as un logement qui est certifié, qui produit de l'énergie, vivre là-bas, c'est moins cher parce que c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Donc, l'investissement, il faut le sécuriser de plusieurs manières. Et ça, c'est une forme de sécurité supplémentaire que nous offrons à tous qui choisiront de venir vivre avec nous. Ok, exactement. Non, ça c'est très bien dit. Mais Abdou, quels sont il doit avoir quand même beaucoup de défis pour construire une ville pratiquement à partir de zéro. Il doit avoir beaucoup de défis. Absolument. Quels sont ces défis? Les défis, moi je dirais, je vais commencer par le défi administratif. Parce que c'est pas facile. Bon, pour l'anecdote, hein, donc aujourd'hui, on a quand même dépassé cette phase-là. Mais pour l'anecdote, l'étude d'impact environnemental, par exemple, ça nous a pris, si je ne m'abuse, 6 ans de bout en bout pour y arriver. Donc, il y avait quand même la pandémie de la Covid qui s'est insérée au milieu. Qui nous a coûté beaucoup de temps. Mais voilà, donc le côté administratif avec tous les permis, les autorisations de lotir, autorisations de construire, l'étude d'impact environnemental, toutes les études qu'il faut faire en amont et puis toutes les démarches administratives qu'il faut faire au niveau de l'administration sénégalaise. Même avec la chance que nous avons eue d'être accompagnés par la DGPU, qui est en fait une sorte de guichet unique et qui nous a beaucoup aidé. Je pense que sans elle, on n'y serait jamais arrivé, vu que c'est leur pôle, le terrain, le titre foncier est au nom de la DGPU.
Donc, vraiment, le défi administratif, c'est un grand défi. C'était un grand défi. Et puis, il y a aussi le défi de l'infrastructure. Donc, il faut tout penser dès le début parce que si on ne pense pas dès le début, ça va coûter plus cher et ça ne va pas être fonctionnel. Donc, il fallait penser à tout dès le début, les routes, les réseaux, eau, électricité, assainissement, drainage des eaux pluviales, les parcs, les accès. Donc, vraiment, il faut penser à tout ça. Et puis, il y a un défi qui continue, hein, qui est le défi humain. Donc, les équipes, prendre des entreprises sénégalaises pour construire pour nous, travailler avec elles. Donc, tout ça, ce sont des défis. Donc, certains sont plus grands aujourd'hui, d'autres sont beaucoup plus grands demain, d'autres étaient beaucoup plus grands hier comparé à aujourd'hui. Mais ce sont des défis auxquels nous sommes confrontés tous les jours et qu'il faut arbitrer, trouver des solutions d'avancer. C'est ça, parce que j'allais vous demander, est-ce que vous faites travailler les entreprises sénégalaises et est-ce que justement certaines d'entre elles sont formées par rapport à justement pour pouvoir avoir accès à ces certificats dont on parle. Donc, est-ce que ces entreprises sont formées pour ça, par exemple? En fait, il y a bon, la chance que nous avons eue, bien sûr, c'est BAC. Vraiment, c'était une grande chance parce que c'était un projet caritatif, pas un projet commercial, sur lequel nous avons pu essayer pas mal d'entreprises, de petites entreprises, que je salue vraiment au passage, qui nous ont vraiment beaucoup aidés. Donc, la chance que nous avons eue, c'est une chance aussi, bon, donc c'est en fait, yalla yana. Donc, il faut prier, mais en même temps, il faut il faut bien les choisir. Il ne faut pas choisir juste le cousin. Il faut vraiment organiser un appel d'offres qui est compétitif, vraiment choisir les bonnes personnes. Et je suis ravi d'avoir trouvé des entreprises sénégalaises, des moyennes entreprises. Elles ne sont pas très, très petites, elles ne sont pas très, très grandes, qui nous ont vraiment fait honneur. Moi, en tant que Sénégalais, en travaillant avec des Égyptiens, des Espagnols, des Italiens, vraiment, ils nous ont fait un grand honneur de devoir livrer ce chantier sans coup férir, sans trop de problèmes. C'est toujours difficile de construire sans trop de problèmes. Donc, nous allons partir avec eux sur cette phase-là. Nous allons continuer de travailler avec eux. Parce que moi, ce que je dis, c'est qu'avant de travailler avec Orascom, avant d'avoir pu trouver ce partenariat avec le groupe Orascom, je suis un entrepreneur sénégalais. Et pour moi, ce projet serait un échec si les entreprises sénégalaises ne travaillent pas dedans et n'utilisent pas ce projet pour grandir. Donc, pour moi, c'est deux défis. Le premier défi, c'est d'être sûr que c'est nous qui le faisons. Donc, ce sont les entreprises sénégalaises qui le font. Et le deuxième défi, c'est qu'ils peuvent utiliser le projet pour grandir. Donc, c'est un projet qui va durer de 7 à 10 ans. Donc, ils peuvent vraiment l'utiliser. S'ils font du bon travail, s'ils livrent bien, s'ils travaillent bien, il y a un grand incentive pour être sûr qu'ils vont continuer avec l'aventure. Donc, c'est pour cette raison que c'est très important de continuer avec ceux avec qui nous avons commencé Barak. C'est eux qui vont ouvrir le projet et puis après, on verra avec comment faire pour intégrer plus d'entreprises. D'accord. En tout cas, c'est toujours une fierté de savoir que nos entreprises sont impliquées et font le job quand même. Elles délivrent. Ça, c'est important. Et surtout si tu le dis, je pense que... En tout cas, moi, ça m'a fait honneur, quoi. C'est un grand honneur parce que j'avais peur. Donc, à l'époque, j'avais vraiment peur. Parce qu'avec toutes les histoires qu'on entend, moi, je venais de revenir, tu vois, 2016-2017, je venais de revenir au Sénégal. Donc, je n'avais pas un grand recul sur comment les choses se faisaient. C'était un grand chantier. Donc, 11 bâtiments, 210 appartements sur à peu près 1 hectare. Donc, il y a les autres 5000 mètres carrés qui vont faire partie de la phase 2. Donc, tu signes en tremblant, tu choisis en tremblant. Mais vraiment, toutes les entreprises qui sont intervenues dans ce projet, vraiment, ils nous ont fait honneur, quoi. Parce que tout ce qu'on entendait sur plein de choses, ces entreprises ont été bien choisies quand même. Donc, dans un appel d'offres qui est très, très transparent, avec des systèmes de notation qui ne regardaient pas toujours que le prix. Donc, on regarde son organisation de l'entreprise, les équipements qu'elle a, l'expérience qu'elle a et surtout l'expérience que l'équipe elle-même a de travailler ensemble. Donc, ça, c'était des facteurs déterminants. Sur cette base, on a choisi des entreprises et elles ne nous ont pas déçus. Donc, vraiment, elles nous ont fait un grand honneur. Super. En tout cas, moi, en tant que Sénégalais, moi, je pense qu'ils m'ont fait vraiment un très, très grand honneur. Parce que je n'ai pas eu en face
de mes partenaires. Je n'ai jamais eu honte. Ça fait plaisir d'entendre ça. Abdoul, c'est bien beau de créer ou bien de devoir créer cette ville verte. Maintenant, c'est qui la cible principale? Est-ce que, En termes de clients ou? oui, je veux dire les clients. Est-ce que vous ciblez, par exemple, la diaspora sénégalaise? Est-ce que vous ciblez, qui est votre cible? En fait, la cible, moi je dirais, je vais même au-delà de la diaspora sénégalaise, moi je dirais que la vraie cible, c'est tout Africain qui cherche quelque part de beau, de bien, de tranquille pour passer un moment avec sa famille. Donc c'est vraiment, bon, tous les Africains, je veux que Ville Verte soit le standard, que Ville Verte soit le modèle, le Royukai, pour utiliser le mot. Donc qu'on sache qu'on peut le faire, vraiment. Donc la cible naturelle, bien sûr, c'est les Sénégalais. Donc, c'est la cible plus naturelle parce que c'est un projet qui est au Sénégal. Mais je ne veux pas me limiter juste aux Sénégalais, je veux me limiter à tous les Africains, tous ceux qui se sentent africains et qui veulent venir vivre au Sénégal. Donc, le projet est pour eux. Naturellement, les Sénégalais qui ont les moyens et le désir de construire le pays, mais c'est un produit vraiment de qualité internationale. Donc, d'où le roadshow que je suis en train de mener aujourd'hui. Là, je vous parle de Columbus, Ohio. Demain, je rends pour une deuxième fois encore à New York. Après, il y a d'autres villes que nous allons faire aux États-Unis et au Canada. Donc, au Canada, je pense que nous faisons Montréal, Toronto, Vancouver. Et puis, aux États-Unis, je pense qu'il nous reste après New York, Chicago et Houston. Donc, parce que vous avez fait Philadelphia, DC, New York, Atlanta, Charlotte. Aujourd'hui, je suis à Columbus, Ohio. Donc, toutes les bonnes volontés, même à Toronto, par exemple, il y a un Sénégalais qui nous a contactés, que nous allons rencontrer, qui est dans l'épuration des eaux usées. Donc, nous allons le rencontrer. Donc, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a un autre que j'ai rencontré à DC qui fait tout ce qui est parc ludique. Donc, nous allons travailler avec lui dans le parc olympique. Donc, il y a plein d'initiatives. Vraiment, on reçoit beaucoup de gens qui ont des propositions à faire et nous sommes un canevas. Donc, une ville, ce n'est pas juste des logements, ça va au-delà des logements. Donc, franchement, c'est très... ça donne beaucoup d'énergie de rencontrer vraiment beaucoup de Sénégalais avec beaucoup d'idées et de pouvoir dire que voilà, on peut travailler main dans la main pour co-construire ensemble cette ville. Ah ouais, donc c'est super d'avoir cet esprit aussi de partage, de générosité, que tout le monde peut s'y impliquer. Donc ça c'est super. Mais Abdou, soyons beaucoup plus concrets. Parlons chiffres. Parce que moi j'ai envie après cette émission, quand quelqu'un écoute, va se dire immédiatement, oups, je vais aller vérifier un peu de la ville verte, je suis intéressée, mais parlons chiffres. Tout à l'heure, je l'avais mentionné, j'ai dit que peut-être une ville verte serait beaucoup plus chère, mais quand même, tu m'as convaincu peut-être que non, que par exemple, un logement vert serait beaucoup plus cher qu'un logement classique. Tu m'as convaincu, tu m'as dit peut-être non, mais parlons chiffres. Let's say, par exemple, j'ai pas les plans, par exemple, devant moi, mais un appartement de 3 chambres, salon, tout ça, coûterait quoi dans cette ville? Donc, l'approche nous que nous avons, c'est vraiment une approche très, très personnalisée parce que deux personnes n'ont pas le même profil en termes de ce qu'ils veulent. Il y a certains qui veulent rentrer tout de suite, d'autres qui veulent rentrer dans 10 ans, dans 5 ans. Donc, ils n'ont pas le même profil. Donc ils n'ont pas aussi les mêmes capacités financières parce que quand tu demandes à un Sénégalais qu'est-ce que tu veux, enfin, ils vont te dire je veux une villa. Mais la réalité, c'est qu'on peut trouver beaucoup d'autres choses qu'une villa. Donc, si vous n'avez pas peut-être les moyens d'une villa, nous avons des appartements qui sont en duplex. Nous avons des appartements duplex avec jardin privatif, des appartements en duplex qui sont comme des maisonnettes, mais qui coûtent moins cher. Nous avons une profondeur de produit vu qu'on est à l'échelle d'une ville.
Donc, vraiment, je ne veux pas vous décevoir, quoi. Je vais donner peut-être une amplitude, parce que vraiment, ça dépend. Vraiment une grande amplitude, parce qu'on a cette profondeur de produits. Et surtout, après, peut-être parler de comment payer, parce que c'est là vraiment où Orascom, l'accompagnement de Orascom fait toute la différence. Et c'était une des conditions que je leur avais posées pour nous accompagner quand on cherchait un partenaire, quand je cherchais un partenaire sur ce projet. Donc, en termes d'amplitude, donc on commence à peu près à 20 millions pour un studio, donc un studio, studio américain ou mini-studio, donc une grande pièce de 35 à 50 mètres carrés avec kitchenette, toilettes, voilà. Donc, vraiment, c'est le plus petit investissement, donc une vingtaine de millions. Et ça peut aller jusqu'à 700 millions. Donc, pour une villa de 700 mètres carrés, voilà, sur la plage. Donc, c'est vraiment une très, très grande amplitude. Moi, ce que je dirais, qu'est-ce que j'ai vu pendant ce roadshow du point de vue financier? Ce que j'ai vu, en tout cas, les conversations que nous avons eues et les simulations, les offres que nous avons faites aux clients, c'était des apports. C'était déjà de payer le logement. Donc, il y a certains qui pouvaient le payer en 2 ans. Il y avait d'autres qui pouvaient le payer en 5 ans. Et il y avait d'autres qui cherchaient à le payer sur 10 ans. Et donc, nous, même en tant que promoteurs, et avec l'accompagnement d'Orascom, nous pouvons offrir vraiment fractionner le prix. Donc, nous, par exemple, les simulations, juste pour vous donner un exemple, donc, avec quelqu'un qui a un apport d'après 15 000 $, 15 000, 20 000 $, peut, avec des mensualités qui vont de 750 $ à 2500 $, je pense. Et puis, on essaie de trouver un moyen avec les tax rebates, un moyen peut-être avec une prime au travail, ou peut-être quelque chose qu'ils vont trouver dans un second job. On arrive à faire rentrer les gens dans un logement, que ce soit un T4, un T3, ou bien un T3. Quand je dis T3, c'est 2 chambres salon en appartement. Un T4, c'est 3 chambres salon en appartement. Ou bien 5 pièces, donc 4 chambres. Donc, on arrive à faire rentrer les gens dedans. Donc, le plus important, parce que c'était vraiment une des conditions que j'avais posées à Orascom, c'est que vous avez la capacité technique, c'est vrai, mais il faut aussi ramener beaucoup d'argent. Parce que nous, au Sénégal, on veut du logement, mais malheureusement, la capacité de financer n'y est pas toujours. Donc, ceux qui ont un petit apport, je dirais, rapprochez-vous de l'équipe commerciale de Ville Verte et voyez ce qui est possible. Donc, ne vous mettez pas de frein, qui n'existent pas. Donc, rapprochez-vous, faites des simulations et voyez si votre niveau de revenu aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans le projet. Voilà. Donc, vraiment, c'est le message que j'aurais pour quelqu'un qui est intéressé. C'est ça, parce que quand le côté financier est quelque chose qui est résolu, je pense que ça résout le grand problème. Et je vois que vous êtes très flexible, donc il y a beaucoup de flexibilité en tout cas. Et sur le prix, le mode de paiement, parce que je sais, bon, je suis de banquier de formation, donc je sais les contraintes que nous avons aujourd'hui. Je sais. Donc, on veut absolument, on veut investir, on veut être propriétaire, mais on se dit, 80 millions, c'est cher, 150 millions, c'est cher. Mais en réalité, on a peut-être 15, 20 ans de vie professionnelle devant encore. Donc, on a une capacité de payer des choses sur une durée. Donc, utilisons cette capacité dès maintenant pour rentrer dans le projet et puis l'accompagner. Et au moment du retour, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. C'est ça, c'est ça. Et donc, pour quelqu'un qui est intéressé à ce projet, ce serait quoi? Quelle est l'étape, la première étape? C'est de contacter, bien sûr, vos équipes. Absolument. Donc, d'aller sur le site, donc www.villeverte en un seul mot, .sn, de s'inscrire. Donc, il recevra un appel tout de suite du service commercial et on va le suivre. Donc, pour ceux qui sont basés aussi à l'étranger, on peut faire des rendez-vous visio, donc sur Teams, pour vous expliquer le projet. Et d'habitude, comment ça se passe? Donc, il y a toujours un membre de la famille qui peut aller visiter le site pour eux, mais on peut faire tout ce qui est la documentation, les signatures, tout ce qui est le paiement, les virements. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on utilise tous les outils. Paiement en monnaie électronique aussi, tous les outils pour s'assurer que même à distance, qu'on peut faire l'investissement, même à distance, on peut suivre
et être accompagné vraiment de bout en bout par Ville Verte. Ok, ok. Et tout à l'heure, Abdul, vous avez parlé du time frame. Vous avez la manière dont vous avez parlé, c'est comme si like it's customized. Donc pour chaque personne, en fait, c'est différent parce que les capacités financières, peut-être la personne ne va pas rentrer immédiatement, ou bien peut-être c'est pour des projets spécifiques. Je sais pas moi, en faire un Airbnb, en mettre sa famille dedans. On parle de quel time frame? Let's say, par exemple, dans 2 ans, j'aimerais rentrer au Sénégal et je dis que je veux avoir justement ma villa déjà prête. Est-ce que c'est quelque chose qui serait faisable? Absolument. Il y a beaucoup plus de flexibilité sur les villas. Donc, les villas, on peut livrer de 12 mois à 24 mois. 24 mois étant le standard. Donc, parce que ça permet de souffler, ça permet de payer. Donc, il y a un certain nombre de clients qui, donc, ça marche pour eux en termes de paiement. Donc, nous l'avons fait en termes de standard. Mais les villas, on peut livrer sur 12 mois. Pour les appartements, il y a des appartements qu'on peut livrer sur 24 mois. Il y a d'autres sur 36 mois, d'autres sur 48 mois. Donc, ça dépend un peu de la volonté, de la capacité de financement pour essayer de trouver vraiment le maximum de gens. Parce que tout le monde n'a pas le même profil. Quelqu'un qui veut rentrer dans 2 ans ou bien qui veut rentrer dans 1 an même. Donc, c'est beaucoup plus facile de le faire si on est en villa. Si on est en appartement, il faut un minimum de 2 ans. Donc, ça, c'est le délai minimum pour être livré. Mais on peut aller aussi à 36 mois, 48 mois, dépendamment de comment vous allez payer. Et on va vous trouver vraiment le produit qu'il faut pour votre profil et surtout votre budget. On a aussi un outil qui permet en fait, si vous n'avez pas de budget, il y a le service commercial a un outil qui permet de dimensionner un peu de budget. Donc, on dit en anglais, what can you afford? Donc, how much can you afford? On a un outil qui permet de vraiment dimensionner, comme ça, de vous dire, voilà, sans prise de risque, voilà, ça avec une mensualité de temps, avec un apport de temps, et puis un effort à gauche, à droite. Vous pouvez rentrer dans 2 chambres ou vous pouvez rentrer dans une villa dans un horizon, par exemple, de 5 ans. Oh, wow. Donc, moi, ce que j'aime bien dans ce projet, non seulement cet aspect environnemental, cet aspect, mais j'ai l'impression que vous avez vraiment envie d'aider. C'est-à-dire, vous voulez que chaque personne puisse avoir un toit. Parce que je vois qu'il y a tellement vous essayez de donner toutes les solutions possibles pour qu'une personne qui a un peu de moyens puisse avoir ce toit. Et ça, pour moi, c'est une très belle chose. En fait, donc dans les roadshows que j'ai fait, en fait, tu rencontres beaucoup de profils et vraiment les profils qui font un peu mal au cœur. Bon, c'est des profils, voilà, on est à la retraite ou proche de la retraite. Quand on rentre au Sénégal, on partage la chambre avec les petits-enfants. Donc, on n'a pas quelque part où aller, où c'est extrêmement douloureux. Mais en ce moment-là, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire parce que la personne n'a plus de capacité de gagner, donc la capacité de payer, à moins de vendre ce qu'on a déjà, et ce qui est toujours une grande déchirure pour les familles. Donc, ça devient très difficile. Donc, moi, vraiment, et c'est un conseil aussi de mon père. Hein, donc, moi, quand je grandissais et que nos parents venaient du village pour venir à Dakar, c'était toujours de trouver quelque part, quoi, même si c'est petit à petit, de payer petit à petit. Et en fait, c'est la même approche que j'amène ici. C'est-à-dire qu'on a un certain âge, donc il faut commencer tôt, prendre un produit que you can afford. Donc, on prend le produit, et puis petit à petit, on se construit du patrimoine, on se construit des fonds propres, on se construit quelque chose. C'est petit à petit. Et en fait, on ne va pas se rendre compte, mais en faisant petit à petit, et quand on se retourne derrière, tu vois, 10 ans après, 15 ans après, on se rend compte, waouh, j'ai vraiment traversé, j'ai vraiment fait un grand voyage, quoi. C'est vraiment un grand saut en avant. Et c'est vraiment l'approche que je veux amener. C'est une approche de patience, mais aussi une approche de détermination parce qu'il faut prendre la décision, il faut y aller et puis ne pas s'inquiéter, de le faire petit à petit. Et puis, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Son nid, tout à fait, tout à fait. Et lors de ces roadshows, c'est vrai que bon, c'est assez fatigant hein, parce que avec le schedule qui est très busy, New York, Philly, DC, un peu partout, oui,
c'est vrai, vous faites la promotion de votre produit, c'est une manière aussi de rencontrer les gens, mais est-ce que vous pouvez nous dire une anecdote? Qu'est-ce qu'on dit? Une anecdote ou une anecdote d'ailleurs? Une anecdote, je pense. Une anecdote. Yeah. Euh, Je quelque- pense, hein, je ne suis pas sûr, je pense. durant ces roadshows-là, est-ce qu'il y a une fois quelque chose qui vous a marqué ou qui vous a perturbé, ou bien qui fait que aussi vous vous dites, non, il fallait absolument que je fasse ces roadshows, autant que je suis fatiguée, mais il fallait que je le fasse. En fait, vraiment, bon, c'est l'histoire, j'en ai parlé brièvement, vraiment, c'est l'histoire d'une personne, voilà, donc, bon, qui est maintenant à la retraite, donc qui cherche à acheter, donc toutes ses économies sont c'est dans sa villa principale, donc c'est très difficile à le conseiller, et en fait, le seul moyen pour lui d'acheter quelque chose au Sénégal, c'est de vendre ce qu'il a déjà ici. Mais qui veut passer la moitié de son temps au Sénégal, la moitié de son temps ici, donc qui a besoin d'un chez-moi au Sénégal, et que c'est une décision très, très, très difficile. Donc, les alternatives qui s'ouvraient à lui étaient beaucoup plus limitées, c'est-à-dire que c'était une alternative de vente ou une alternative où les enfants qui vont, à la fin de la fin, hériter de son bien ici, d'acheter pour lui. Vu que c'est leur patrimoine. Donc, c'est un patrimoine à transmettre, donc vu que c'est leur patrimoine. Donc, c'était juste les décisions. Donc, à un certain moment, ça devient difficile, je ne dirais pas impossible, parce que le bon Dieu a l'impossibilité. Bon, c'est lui qui tient les choses, c'est lui qui rend les choses, toutes les choses possibles, et il peut rendre toutes les choses qu'il veut possibles. Mais ça devient quand même, les options deviennent très, très réduites, et c'est très difficile. On devient presque comme un psychanalyste à écouter en fait toute la douleur, voilà, et que les solutions, c'est limité. Donc, le moment d'y penser, c'est pas le moment où on a besoin de rentrer. Le moment d'y penser, c'est vraiment quand on est ce digudolé, donc au milieu de son... L'envisager. Voilà, d'envisager et de se dire, voilà, j'ai le temps et je vais construire mon nid petit à petit. Et ce projet, en tout cas, la manière dont l'approche que nous amenons, c'est pour que les gens puissent construire, puissent s'approprier, puissent être propriétaires avec une mensualité, voilà, une mensualité douce, chacun selon ses revenus, et de prendre quelque chose qui s'y est, selon son budget, ses revenus et ce que le bon Dieu nous a donné jusqu'à présent. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci, merci Abdoul. Et après les États-Unis, est-ce que vous envisagez de faire des tournées dans les autres pays? Est-ce que vous êtes déjà venu au Maroc, où je me trouve actuellement? Est-ce que vous avez déjà fait la France? Est-ce que vous avez déjà fait, je veux dire, là où se trouvent les Sénégalais? Ou bien même d'autres Africains, comme tu avais dit tout à l'heure? Absolument. Donc, nous avons, en tout cas, je pense que nous nous sommes rendus 2 fois en roadshow en France. Donc, c'est la première fois que nous venons en Amérique du Nord. Mais nous avons déjà fait 2 roadshows en France. On a fait un roadshow au Maroc, mais c'était pendant la Coupe d'Afrique. Et je pense qu'on a rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de Sénégalais qui n'habitaient pas vraiment le Maroc, mais qui étaient venus pour supporter nos lions. Donc, comme on dit, Sénégal Rec. Donc, on va suivre le match du 22 contre la Norvège, après celui aussi de Toronto contre l'Irak. Donc, on prie pour eux. Donc, nous sommes vraiment à l'écoute. Nous travaillons aussi beaucoup avec les associations locales, quoi. Donc, qui ont des événements, même Scène Festival à DC, où nous allons essayer de faire un crochet, donc pour y participer. Donc vraiment, nous travaillons avec toutes les associations sénégalaises localement, SOPE par exemple, qui est basée en Rhône-Alpes, en France. Donc nous travaillons avec beaucoup d'associations et nous allons faire beaucoup de roadshows pour vous rencontrer. Je pense qu'incessamment, on va aussi lancer des webinaires Oui, ça c'est intéressant. chaque 2 mois pour essayer de rassembler le maximum de Sénégalais, et en des sessions de présentation et de questions-réponses, juste de découverte. Et puis, vraiment, construire cette ville, c'est un grand dialogue, une grande discussion, et c'est vraiment lots of fun de rencontrer beaucoup de gens
et même au-delà même des gens, de futurs résidents ou des gens qui veulent être propriétaires, de rencontrer aussi des Sénégalais qui ont juste envie de contribuer, qui ont des idées, qui ont des capacités, de vraies compétences et qui peuvent contribuer à rendre cette ville encore plus belle. Donc, on va continuer à faire les roadshows parce que c'est des moments magiques et c'est des moments qu'on ne peut pas remplacer par le contact en visio. Donc, il faut de temps en temps rencontrer les gens en tête à tête. Exactement, exactement. C'est important. Et pour clôturer cet aspect roadshow, est-ce qu'après, tu as des promesses fermes ou bien des contrats déjà signés lors de ces roadshows? Est-ce que après... Il y a beaucoup d'encours. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu annonces le roadshow, tu as 2000, 3000 personnes qui s'inscrivent et qui sont intéressées. Donc, il y a tout un processus. Après l'inscription, donc il y a le call center qui va vous appeler pour qualifier un peu ce que vous cherchez. Est-ce que nous avons le produit qu'il vous faut? Donc, sur cette base-là, il y a des rendez-vous. Et sur la base des rendez-vous, il y a des rendez-vous qui sont suite. Il y a des rendez-vous où on fait une offre parce que le client est intéressé. Il y a une adéquation entre le produit que nous avons, la manière de payer et les moyens financiers du client. Donc, il y a un alignement. Donc, on fait la proposition. Si la proposition est acceptée, il y a des frais de dossier de 150 000 à payer pour le contrat. Donc, on paye les frais de dossier de 150 000 qui va permettre de sécuriser le bien. Donc, appartement 3 à 6 boulevard Diolof. Voilà. Donc, vraiment, une adresse précise, 37 rue Saloum. Donc, c'est à vous. On vous envoie ça et vous avez un délai de 7 jours pour signer et payer l'apport. Donc, le délai de 7 jours, c'est quoi? C'est un délai légal de rétractation. Donc, après vous avez signé, vous avez le droit de vous rétracter pendant 7 jours, donc qui est un délai légal selon le code de la construction en vigueur au Sénégal. Donc, ça permet de poursuivre les choses. C'est vraiment étape par étape. Donc, c'est la première fois que nous venons aux États-Unis et vraiment, les rendez-vous aboutissent à 90% avec une offre faite aux clients. Donc, vraiment, c'est très, très rassurant sur la capacité de la diaspora sénégalaise en Amérique du Nord à concrétiser le projet d'habitat au Sénégal. C'est rassurant, ça c'est rassurant. Et juste, rappelle-moi encore, Abdou, l'apport qu'on donne, c'est quoi l'apport minimal? Donc, c'est vraiment minimum, c'est 10% du bien. C'est vraiment ça le minimum. Donc, si on veut un bien, par exemple, à 70 000 $, ce serait 7 000 $. Ce serait ça le minimum. Après, c'est dans le paiement du reste, du 90%, qu'on peut montrer beaucoup de flexibilité selon la volonté et les capacités financières du client, selon qu'il ait des tax rebates, selon qu'il ait des bonus, selon qu'il a un autre side hustle ou bien un second job. Donc, c'est là où on peut vraiment trouver le moyen de les faire rentrer quelque part. Et je pense que, vraiment là, c'est un message que j'adresse à tous les Sénégalais, c'est que je pense que Ville Verte, il y a un produit pour 85% de la population sénégalaise. Sincèrement, 85%. Il se pourrait, en fait, là où le bas blesse, là où il y a des complications, c'est quand, par exemple, vous avez les moyens d'un appartement 3 chambres, salon, et que vous voulez une villa à la place, donc qui coûte le double. C'est là où il y a des problèmes. Mais si vous restez, si on reste dans what you can afford, donc si on reste dans ce qu'on peut payer, donc on a un produit pour 85%. Pas juste de la diaspora, hein. Moi je parle de la population sénégalaise. Ouais. D'accord. Donc, et du coup, justement, là, localement, au niveau je veux dire, au niveau du Sénégal, vous faites souvent des tournées au niveau des régions, tout ça, ou bien comment faites-vous pour attirer justement les locaux? Le projet, déjà, il est très connu, hein. Donc, le projet, il est très connu. Donc, quand on faisait le lancement commercial en novembre, nous avons fait beaucoup d'actions de la promotion. De la promotion. Donc, le projet, il est assez connu. Donc, aujourd'hui, le canal digital est très, très fort. On utilise aussi beaucoup le canal B2B. Donc, on parle aux entreprises, aux organismes. On utilise aussi certains, par exemple, au Chamboumac ou bien en hôtel ou bien au hall pour rencontrer la clientèle et leur faire
connaître le projet, leur faire découvrir le projet. Donc, on a des projets d'aller en région, mais pour le moment, ce n'est pas encore, nous n'avons pas encore fait. Mais je pense que c'est quelque chose que nous devons faire parce que ce projet, bon, c'est une ville et elle est là pour nous. Donc, il faut qu'on la fasse découvrir à vraiment tous les Sénégalais pour ceux qui peuvent s'y projeter puissent prendre position dès maintenant et ne pas attendre bon, parce qu'à chaque phase du projet, c'est conditions financières, à chaque phase du projet, c'est prix, à chaque phase du projet, donc ce sera peut-être différent. Donc moi, je pense que mieux vaut se positionner maintenant que d'attendre. Tout à fait, tout à fait. Merci, Abdoul. Merci beaucoup, vraiment. Je sais que ton temps, il est tellement précieux, tu as tellement de choses à faire. Juste pour clôturer, Abdoul, si tu avais 1 minute pour convaincre la personne qui est devant toi à trouver un logement dans la ville verte, qu'est-ce que tu dirais? Bu la neexee sax nga wax ko wolof, ak français, anglais, pulaar, bu la neex. En fait, man li may wax mooy, en fait, ce n'est pas de convaincre. En fait, l'idée, c'est vraiment peut-être, je ne réponds pas directement à ta question, Adja Sata, mais c'est pas de convaincre, en fait. C'est d'accompagner. C'est vraiment d'accompagner à découvrir, d'accompagner à faire connaître, d'accompagner à ce que la plupart du temps, la personne que nous avons en face, ce n'est pas un professionnel de l'immobilier. Il ne sait pas vraiment ce qui est possible. Donc, c'est vraiment l'approche d'accompagner, de faire découvrir. Et s'il y a un match, si le produit que nous vendons au prix auquel nous le vendons, la manière dont de payer convient et que la ville verte en tant que projet convient, c'est en ce moment-là qu'on passe d'avant. Mais ce n'est pas vraiment de convaincre. Moi, l'approche que j'ai quand je parle à tout le monde, c'est l'approche de futurs voisins. Nous serons voisins. Donc, qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Qu'est-ce que vous cherchez? Quel type d'investissement? Des fois, la plupart du temps, en tout cas, c'est pour Ville Verte, donc c'est vraiment ça, la chance. Les gens disent oui. Quand tu leur expliques ce que c'est que le projet, ils disent oui. Après, la question, ce sera une question de budget et puis une question de modalité. Donc, vraiment, mon approche, ce n'est pas d'approche de convaincre, c'est l'approche d'accompagner, d'aider, de faire découvrir. Et je pense que si tu fais découvrir, la plupart du temps, bon, quand tu fais découvrir le produit, je n'ai pas encore vu une personne qui dit non, j'aime pas. Donc, c'est toujours waouh, c'est génial, c'est vraiment, c'est un grand projet. Comment je fais pour adhérer? D'accord. Bon, parce que quand je dis convaincre, parce que je me dis qu'il y a toujours quelqu'un qui va se dire, bon, why ville verte? Pourquoi pas Douma dem rek? Je vais pas dans un logement, je sais pas moi, SICAP, ou c'est pour cela que je dis convaincre. Le mot convaincre, c'est important ici. C'est très important. Et moi, je dirais, c'est mon approche. Hein. Après, chacun approche la vie, je pense, un peu différemment. Mais c'est mon approche. Donc, le marché, il est assez large. Par exemple, on a des gens qui nous appellent, qui disent « Ah, je veux un terrain ». Donc, nous, on ne travaille pas dans le terrain. Ce n'est pas le contrat que nous avons signé avec l'État du Sénégal. Le contrat que nous avons signé avec l'État du Sénégal, c'est de construire. C'est de vrais logements. Parce qu'ils ont d'autres programmes comme Pénal Rue, par exemple, pilotés par le ministère de l'Urbanisme, pour les terrains. Donc, nous ne faisons pas de terrain. Donc, si quelqu'un vient nous voir et dit « je veux un terrain », on lui dit gentiment que nous ne faisons pas de terrain. Voilà ce que nous faisons. Donc, c'est cette partie-là. Et je pense que le marché, il est assez large. Je pense que le ministère parle d'un déficit croissant de 500 000 logements. Il y a 2 ans, je pense qu'ils avaient publié ce prix-là, ce chiffre-là. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce que nous en sommes, mais avec une population qui augmente, donc c'est sûr que nous sommes peut-être à 550 000 ou 600 000 déficit de logement. Et donc, cette ville, ce sera 10 000 logements sur un déficit de 600 000 logements. Donc, il suffit juste, je pense, d'expliquer, de parler. Et puis, ceux pour qui ça marche, ceux qui pensent que donc, acheter des terrains, ça peut être très, très compliqué pour eux, gérer la construction, c'est très difficile, à qui je vais faire confiance à ma famille. Donc, ces gens-là, ce projet va leur parler, ils vont venir, ils vont s'inscrire. Pour d'autres, par exemple, qui veulent autre chose, il y a beaucoup de promoteurs qui proposent autre chose qui va permettre, je pense, j'espère en tout cas avec tous les programmes qu'a l'État du Sénégal, à tous les Sénégalais de trouver un chez-soi, un toit. Et c'est vraiment mon plus grand vœu
au-delà même de Ville Verte, c'est que chaque Sénégalais puisse trouver un toit sous lequel il peut mettre soi-même et sa famille à l'abri et être heureux dans une vie familiale. Ça allait être ma prière. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Tu as répondu, mais c'était la même prière que j'allais justement donner à tous les Sénégalais pour dire que je prie pour que chaque Sénégalais ait son chez-soi et son toit, que ça soit avec la ville verte, que ça soit ailleurs. En tout cas, Abdoul, je te remercie énormément. Je te remercie vraiment d'avoir partagé avec nous ton parcours, ton expérience internationale et ta vision. Hein. Et donc, ton histoire montre quelque part qu'il est possible de partir loin, d'acquérir des compétences à travers le monde et de revenir pour les mettre au service du pays. En tout cas, moi, je te souhaite beaucoup de succès dans la réalisation de Ville Verte et dans tes futurs projets. Prochaine fois que je viendrai, Inch'Allah, au Sénégal, je visiterai pour voir à quoi ça ressemble. En tout cas, merci pour ton temps et je te souhaite pour le reste beaucoup de chance. Je sais que c'est pas évident, c'est fatigant, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est, comme on dit, Sénégal mon union. Et donc, ne serait-ce que pour que chaque Sénégalais puisse avoir un toit, tu peux être le soldat pour ça. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci vraiment. Et bonne continuation aussi, parce que je sais que bon, et aussi merci, parce que ce que certains savent, mais beaucoup ne savent pas, c'est que tu es vraiment très, très active dans les réseaux des Sénégalais à l'étranger, en Amérique du Nord. Tu es vraiment une femme avec beaucoup, beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'initiatives. Et nous avons la chance, je pense que le Sénégal a de la chance d'avoir Adja Sata. C'est sincèrement ça. Merci beaucoup de l'invitation. Et puis, aussi, bonne continuation. Merci Abdoul. À très bientôt, Inch'Allah. Et je partagerai le site et tout pour toutes les personnes qui peuvent être intéressées. Je te remercie pour tout et à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Merci. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à notre invité Abdoul Wahab Khan qui nous a parlé de la ville verte, une ville qui sera située vers le lac Rose. Donc, si vous êtes intéressé, tout à l'heure, je partagerai le lien du site et vous pouvez voir. Hein, je pense que c'est très intéressant comme projet. Si vous êtes à Dakar, contactez-les. Pour la diaspora sénégalaise aussi, contactez-les. Actuellement, Abdoulahad est en tournée un peu partout au niveau de l'Amérique du Nord et comme il a dit, il sera aussi au Canada. De toutes les façons, comme je dis, ma prière, c'est un toit pour tout Sénégalais, que vraiment chacun puisse avoir la possibilité de s'offrir une maison, un toit en tout cas, que ce soit une chambre, que ce soit un appartement, que ce soit une maison, c'est ma prière. Je vous remercie, chers amis, chères familles, je vous remercie. Merci pour toutes les personnes qui vont nous suivre ce soir. N'oubliez pas de partager cette émission et de nous rejoindre pour un prochain numéro de Teranga Talks, les rencontres de Sata. Je vous souhaite une très, très belle soirée à toutes et à tous. En attendant de vous revoir, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.